Il y a environ 18 semaines, alors que j'écoutais de la musique, j'ai cliqué par hasard sur un lien qui m'a entraîné dans une longue recherche jusqu'à aujourd'hui. C'était une vidéo de sons binauraux qui aurait selon la description des effets bénéfiques sur le sommeil. J'ai été étonné que les sons puissent avoir de tels effets. À l'époque, je n'en avais jamais entendu parler. J'ai créé un dossier texte et j'y ai écrit la question que j'avais en tête, tout d'abord sur les sons binauraux, puis d'une manière plus générale sur le son. J'avais pensé à quels sont les usages du son, puis je l'ai rectifié en les possibles usages du son sur le corps humain, et j'ai fini avec quels sont les possibles usages du son sur le corps humain et leurs limites. Cette question, cette problématique s'apprêtait à me guider dans une longue recherche, au cours de laquelle j'ai tout d'abord étudié les sons binauraux. Mais tout d'abord, j'ai eu la bonne idée de me faire un rappel sur le son, l'audition humaine et le sommeil pour être à l'aise dans mes recherches. J'ai tout d'abord trouvé des informations sur le son grâce au cours en ligne de mon professeur de physique. Le son est une vibration mécanique des molécules autour de leur état de repos. 3 éléments sont nécessaires à l'existence d'un son. Une source, comme un choc, un frottement ou une stimulation électrique provoquant la vibration d'un corps, qui peut être gazeux, solide ou liquide, un milieu pour se propager et un récepteur, l'oreille. On peut distinguer plusieurs caractéristiques du son. Le niveau sonore d'un son se mesure en décibels et nous permet de faire une distinction entre un son fort et un son faible. La fréquence d'un son, en Hertz, nous permet de distinguer les sons graves, c'est-à-dire les fréquences basses, et les sons aigus, c'est-à-dire les fréquences hautes. Elle est égale à l'inverse de la période en secondes. La longueur d'onde est égale à la distance dont a progressé une onde, ici une onde sonore, durant une période. Fréquence et longueur d'onde sont reliées par la relation lambda est égal c sur nu, c étant la célérité en mètres par seconde, lambda la longueur d'onde en mètres et nu la fréquence de l'onde en hertz. Fourier, physicien français, a démontré que tout signal périodique de fréquence f peut être décomposé en une somme de signaux sinusoïdaux de fréquences multiples de f. Ces signaux sont appelés harmoniques. Par exemple, pour un signal périodique de fréquence 100 Hz, 200 Hz est l'harmonique de rang 2 et 300 Hz est l'harmonique de rang 3. L'audition humaine permet ensuite de transformer les vibrations sonores en informations nerveuses. J'ai eu notamment à me rappeler de mes cours sur l'audition en 4e. Un son atteint tout d'abord l'oreille externe, c'est-à-dire le pavillon puis le conduit auditif qui guide les ondes sonores jusqu'au tympan, relais entre l'oreille externe et l'oreille moyenne. Le son fait vibrer le tympan puis la transmission des ondes jusqu'à l'oreille interne est assurée par la chaîne des osselets, marteau, enclume et étrier, qui amplifie aussi les vibrations sonores. La trompe de Stache sert de relais jusqu'à la cochelée qui renferme l'organe de l'audition, l'organe de Corti. Il transforme les vibrations en messages nerveux et le transmet au cerveau grâce au nerf auditif. Le nerf auditif achemine l'information nerveuse au cortex auditif en passant par le noyau cochléaire et le colliculus inférieur qui analyse les fréquences du son. Le cortex auditif se situe dans le lobe temporal, il récolte les informations nerveuses d'analyse de fréquences du noyau cochléaire et du colliculus inférieur et analyse les sons plus complexes tels que le langage humain. J'en ai ensuite appris plus sur le sommeil. Chez l'homme, on en distingue différentes phases. L'endormissement est caractérisé par une réduction de la fréquence cardiaque, le relâchement et la contraction spontanée des muscles. Le sommeil lent léger occupe 50% du temps de sommeil total. Le sujet dort mais il est encore très sensible aux stimuli extérieurs. Le sommeil lent profond est la phase la plus importante du sommeil car elle permet la récupération. C'est en effet à ce moment qu'ont lieu les divisions cellulaires, la production de l'hormone de croissance et l'élimination des toxines accumulées durant la journée.
Une dégradation du sommeil profond est liée à l'apparition de maladies neurodégénératives. Le sentiment de fatigue au réveil est souvent corrélé à un sommeil profond trop court ou entrecoupé de réveil. Durant cette phase, tous les signes vitaux tels que l'activité cardiaque se ralentissent et deviennent réguliers. C'est lors du sommeil paradoxal que 80% des rêves se produisent et où l'activité cérébrale est intense. Il est caractérisé par une activité cardiaque irrégulière. On comprend donc que la plus importante des phases est le sommeil profond, et que pour obtenir un sommeil plus réparateur, il convient d'améliorer la qualité et la longueur de cette phase. Pour représenter ces phases et ainsi analyser le sommeil d'un individu, on crée un hypnogramme qui représente les phases du sommeil selon le temps. Aujourd'hui, de nombreux dispositifs permettent d'obtenir des hypnogrammes, comme par exemple des montres connectées telles que Fitbit, qu'un de mes amis m'a montré. Elles tirent parti des variations de l'activité cardiaque pour associer à certaines périodes du sommeil la phase correspondante. J'étais donc prêt à en apprendre plus sur les sons binauraux et la manière dont ils mettaient en relation les différents mécanismes que j'ai revus précédemment. Étant à Montpellier le lendemain, j'ai décidé d'y commencer mes recherches à la médiathèque Émile Zola. J'ai été étonné de découvrir qu'il n'y avait aucune mention des sons binauraux à la médiathèque, ni dans sa banque de données, ni dans ses rayons. Je suis donc allé sur mon ordinateur et j'ai commencé mes recherches. J'ai tout d'abord appris l'histoire de ce phénomène auditif. Il a été découvert en 1839 par Heinrich Dove, puis la recherche sur ce phénomène est restée quasi statique durant 134 ans jusqu'en 1973, où Gerald Doster rassemble des éléments de recherche pour créer un aperçu sur les sons binauraux nommé Effects of Auditory Beats on the Brain. Robert Monroe, ingénieur du son, fonda l'Institut Monroe en 1974, qui étudie notamment les sons binauraux. Après quelques heures de recherche, j'ai dû rentrer chez moi. J'y ai fait la synthèse de mes observations. J'ai tout d'abord appris en quoi consistait le phénomène. Lorsque les deux oreilles reçoivent simultanément des sons ayant une fréquence différente, comme par exemple 510 Hz à gauche et 520 Hz à droite, le cerveau perçoit la différence des deux fréquences, ou fréquence résiduelle, qui est égale dans ce cas à 520 moins 510, soit 10 Hz. En effet, les fréquences des deux oreilles sont analysées en parallèle par le noyau cochléaire et le colliculus inférieur pour arriver jusqu'au cortex auditif. Depuis celui-ci, la fréquence résiduelle ainsi perçue se propage dans l'ensemble du cerveau pour entraîner une synchronisation des ondes cérébrales des deux hémisphères avec cette fréquence. Les ondes cérébrales correspondent à l'oscillation électromagnétique résultant de l'activité électrique d'un grand nombre de neurones du cerveau. La fréquence de ces ondes dépend de l'activité neuronale, donc de l'état psychologique et pathologique de l'individu dont on relève ces ondes. Les ondes cérébrales sont réparties en différents intervalles, des bandes de fréquences qui caractérisent donc des états psychologiques et pathologiques différents. La bande delta de 0,5 à 4 Hz caractérise la phase de sommeil profond, la bande θ de 4,5 à 8 Hz, la phase de somnolence mais aussi de relaxation, la bande alpha de 8,5 à 12 Hz, l'apaisement et la bande bêta de 12 à 30 Hz, l'attention ou encore la concentration. Dans le cas exposé par le schéma, la différence de 10 Hz amène à la synchronisation vers la bande de fréquence alpha. Les sons binauraux synchroniseraient les ondes cérébrales sur la fréquence résiduelle perçue, permettant d'atteindre un certain état suffisamment proche de l'état actuel.
Toutefois, il est impossible de passer par exemple d'un état d'attention à celui de sommeil profond grâce aux sons binauraux. C'est pour cela que les fichiers audio qui en contiennent proposent souvent une descente ou une montée graduelle d'un état à un autre, en passant par les différentes bandes de fréquences de manière progressive, comme dans la vidéo qui m'a permis de les découvrir. Étant donné ces effets, les sons binauraux sont majoritairement utilisés et commercialisés pour s'endormir plus rapidement, avoir un sommeil d'une meilleure qualité, pour la pratique de la méditation ou pour la relaxation. Ils sont partagés sur Internet ou commercialisés en ligne sous la forme de vidéos ou de fichiers audio comme celle où je les ai découverts. Oster avançait que les sons binauraux pourraient servir de diagnostic médical car des individus atteints de certaines pathologies, dans ce cas la maladie de Parkinson, auraient été incapables de percevoir des sons binauraux à partir d'une certaine différence de fréquence. Nécessitant deux stimuli précis mais différents entre les deux oreilles, les haut-parleurs ne sont pas suffisants pour l'écoute de sons binauraux. Un casque audio classique ou des écouteurs seront nécessaires. Toutefois, le lendemain, j'ai pris du recul sur les informations que j'avais recueillies. En essayant de trouver les failles des sons binauraux, j'en ai dégagé les limites. Tout d'abord, les concepts de synchronisation et de propagation de la différence des fréquences, primordiaux à la cohérence du phénomène des sons binauraux, ne sont confirmés que par très peu d'études. Si on suppose que les sons binauraux ont réellement les effets que l'explication théorique avance, il serait difficile de tester leur présence sur des produits commerciaux ou simplement des dossiers partagés sans avoir des logiciels avancés et une compétence. Aucune étude n'a abordé le sujet des effets secondaires éventuels des sons binauraux, et le fait que pour la recherche l'heure ne soit même pas encore à l'étude de ces effets secondaires montre les limites de son avancement. J'ai aussi constaté que les sons binauraux ont été appropriés par le spiritualisme qui en a fait un produit. En effet, j'ai appris que Robert Monroe cherchait le voyage astral à l'aide de ce phénomène auditif, et que de nombreux sites web utilisaient les sons binauraux comme un outil ésotérique. C'est certainement le fait que la recherche est statique et qu'elle manque de profondeur qui a causé cette appropriation et cette mystification des sons binauraux, causant la création de différents mythes. Par exemple, les drogues MP3, des fichiers audio achetables sur Internet qui utiliseraient des sons binauraux et auraient des effets récréatifs addictifs, ont été pris au sérieux par le gouvernement libanais qui a cherché à les interdire en 2014. Et plus simplement, si les sons binauraux étaient un outil réellement efficace pour améliorer le sommeil, ou alors réellement capable de diagnostic médical, pourquoi n'est-il pas utilisé couramment de nos jours? J'en ai donc conclu que sans une recherche plus approfondie et fournie, les sons binauraux resteront comme durant ces dernières décennies une simple curiosité scientifique, aux possibilités théoriquement gigantesques, mais sans impact dans le monde moderne quant à son utilisation sur le corps humain. Je dois l'avouer, j'ai été presque déçu par ces observations. Mais en me rappelant de la montre connectée de mon ami, qui permet d'obtenir des données précises et avancées sur le sommeil, et en pensant aux effets supposés des sons binauraux sur le sommeil, j'ai décidé d'en vérifier l'efficacité au travers d'une expérience. J'ai d'ailleurs emprunté la montre à mon ami. Cette expérience permettra de valider ou de réfuter mes hypothèses, qui constituent aussi d'une certaine manière mes attentes quant aux effets des sons binauraux. Ma première hypothèse est: l'utilisation de sons binauraux lors du coucher permet de réduire le temps d'endormissement. Ma seconde hypothèse est: l'utilisation de sons binauraux lors du coucher permet d'augmenter la longueur totale de sommeil profond. J'ai ensuite formulé un protocole expérimental. L'expérience se déroulera sur 10 nuits. Les 5 premières nuits serviront de témoins pour pouvoir les comparer aux 5 autres nuits où j'écouterai des sons binauraux. J'irai dormir à 22h30 et je me lèverai à 7h. Je porterai la montre à mon poignet durant l'intégralité du sommeil, puis je la synchroniserai à mon ordinateur pour en extraire les données. Lors des 5 dernières nuits, j'écouterai la toute première vidéo de sons binauraux que j'avais trouvée, longue de 1h30, une seule fois lors de mon coucher. Le jour suivant, j'ai pu commencer l'expérience.
Ayant trouvé ces résultats intéressants, j'ai décidé de les présenter et d'en discuter avec le docteur Abril, que mon chef d'établissement m'avait conseillé. Il travaille à l'unité du sommeil du CHU de Nîmes, une des meilleures unités en France. Grâce à son aide, j'ai pu mieux interpréter les résultats que j'ai obtenus. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, bien sûr. Je suis docteur Avril. Je suis neurologue. Je suis la responsable de l'unité de sommeil à Nîmes. On s'occupe au sein de l'unité d'enregistrer plein de maladies liées au sommeil, comme l'insomnie, le syndrome d'apnée de sommeil, le syndrome des jambes sans repos, les troubles du sommeil liés au Parkinson. Ça, mais aussi on fait beaucoup de consultations liées au sommeil. Vous avez pris connaissance de mes documents et de mon expérience. Tout à fait, ouais. Tout d'abord, est-ce que vous auriez des questions ou un commentaire direct que vous Oui, j'ai lu, c'est vraiment un projet super intéressant. J'ai quelques questions. Bien sûr. Donc il y a un sujet, vous, C'était qui a dormi 5 nuits avec une montre Fitbit pour voir un peu comment il dort, l'hypnogramme. Voilà. Et après, il y a eu 5 autres nuits où vous avez mis une vidéo Oui. avec des sons binauraux et vous avez vu l'impact sur cet hypnogramme. Donc ma question est, Oui. la vidéo, vous l'avez mis à l'endormissement, avant de dormir, et pourquoi 1h30 et c'est quoi cette vidéo? C'est un film? C'est des... Je vais vous expliquer. Dites-moi. Le sujet, comme vous le savez, se couche à 22h30. À ces 22h30, j'ai lancé la vidéo. Donc quand vous dites vous êtes couché, vous êtes dans l'obscurité, Dans vous l'obs- éteignez la lumière et vous C'est ça. mettez une vidéo. Une vidéo, c'est un écran à quelle distance? Ce n'est pas une vidéo à proprement Visuel. parler, c'est plutôt l'aspect audio de la vidéo qui D'accord, est intéressant. D'accord, il n'y a pas de Il n'y a visuel, pas c'est de juste... visionnage, c'est D'accord. seulement auditif. D'accord, Et donc à 22h30, je lance cette vidéo de Ouais. 1h30. ouais, Et comme vous pouvez le constater sur l'impression que j'ai faite de le phénomène des sons binauraux, c'est d'envoyer une fréquence différente à chacune des oreilles. ouais, Et la différence de fréquence, comme vous pouvez le constater avec au milieu le result, va synchroniser les deux hémisphères du cerveau sur cette fréquence. d'accord, Or, comme on peut le voir avec les bandes alpha, theta et delta, ouais, plus cette fréquence résiduelle va baisser et plus les deux hémisphères du cerveau vont tenter d'être synchronisés vers cette bande de fréquence et la bande delta et la bande du sommeil profond. d'accord, ouais, Avec cette progression, avec cette descente progressive, elle permettrait de s'endormir plus rapidement et d'améliorer le sommeil profond. d'accord. C'est pour ça que je l'ai mis lors de mon endormissement. D'accord, donc il y a une fréquence particulière que vous avez déterminée en faisant des recherches, j'imagine, en vous documentant. C'est avec la différence des fréquences des deux oreilles D'accord. et à chaque fois on va essayer de la mettre dans D'accord, les qui vont mimer bornes des fréquences delta pour synchroniser les deux hémisphères les du deux cerveau. hémisphères et mimer un sommeil lent profond. Et alors? Et alors, comme vous avez pu le constater avec ma feuille de résultats, j'ai constaté que ma première hypothèse était validée. En effet, j'ai constaté une diminution du temps d'endormissement Ouais. d'environ 28%. Alors moi j'ai juste une critique dans ce procédé, c'est la montre Fitbit, toutes les montres qu'on a dans le marché, elles ont du mal à calculer la temps d'endormissement. En fait, elles mesurent l'activité et le repos. C'est un accéléromètre qui mesure si on est en activité, si on est en repos. Normalement, quand on va au lit, on s'allonge, on ne bouge pas. Et eux, ils vont l'interpréter comme du sommeil. Et à l'inverse, si on bouge beaucoup, comme par exemple en sommeil paradoxal, ils vont... Donc il faut faire un petit peu attention à l'interprétation de ces données. Et par contre, je pense que le fait d'avoir un son peut avoir un effet de détente qui fait que l'endormissement est plus facile. Je l'interprète comme ça, donc on se met en condition de dormir au lieu d'être au lit avec le téléphone ou avec plein de stimuli. On est dans une condition de détente, de ce fait on s'endort plus vite. C'est intéressant dans le sens, vraisemblablement il y a un endormissement plus rapide, donc je pense que c'est l'effet relax, détente qui fait que l'endormissement est un petit peu plus rapide. D'accord. Et donc j'aurais une deuxième question, c'est étant donné que la précision de la montre qui est relative, je n'en comprends pas très bien la portée. Est-ce que ces résultats sont concrets? Les résultats, ben oui, c'est chouette, s'endormir en 52 minutes à la place de 78,
Vous savez que tous les médicaments style somnifère, style Nox, on s'endort en 10 minutes de moins, hein, c'est pas mieux. Donc Oui. c'est des résultats très, très chouettes et très Ils sont très sympas, corrects. très corrects. Sauf que c'est sur une personne. Vous savez que tous les tests de recherche, toutes les études de recherche, on le Sont fait sur sur, un échantillon de différents beaucoup de personnes pour vous dire qu'il Oui, est représentatif de la société de cette maladie. Donc on est au tout début, c'est juste une personne. c'est là la limite de l'étude, ouais. mon expérience, c'est que je Ouais. n'ai pas pu la tester sur Sur différentes d'autres personnes. Ouais, ça c'est Différentes un peu mais bon, vous pourrez continuer Oui, sur bien cette sûr. voie. Donc il y a deux limites dans cette étude. Un, le nombre de personnes, bien évidemment, mais bon, on fait petit à petit comme on peut. Et après, effectivement, la précision des données par Fitbit. Et donc vous savez que le sommeil, ça se passe au niveau du cerveau. Ouais. Donc forcément, pour enregistrer du sommeil, il faut des électrodes au niveau du cerveau. Donc sur une personne, dire si on augmente le sommeil long profond et en plus avec cette limite, c'est un peu juste. Et à ce jour, on ne sait pas le faire malheureusement. J'aimerais pouvoir le faire, mais on ne sait pas le faire via des sons. Même en temps réel? En temps réel, il y a certains médicaments qui arrivent à augmenter le sommeil long profond. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du gamma wash. Donc c'est un médicament qu'on utilise en anesthésie et qu'on donne à certaines maladies comme la narcolepsie qui peuvent augmenter le sommeil long profond. Mais au niveau des sons, des stimuli, tout ça, on n'arrive pas encore à le faire. Alors, je vous remercie. C'est à moi. Merci pour vos enthousiasmes et cette étude qui me plaît beaucoup. Merci. Après avoir étudié le cas des sons binauraux et leurs limites, je recherchais d'autres possibles usages du son. C'est par hasard sur internet que je suis tombé sur le terme protéodie qui m'a intrigué. J'ai donc cherché ce terme sur YouTube pour trouver l'interview de Duhamel, créateur de Genodix, une entreprise qui commercialise ces protéodies. Il y explique tout d'abord que Joel Sternheimer, un physicien mathématicien français, fit une découverte et expérimenta durant la deuxième moitié du XXe siècle en étudiant la synthèse des protéines et en appliquant les lois de physique quantique de Fourier et de Louis de Broglie. Louis de Broglie définit la formule permettant de calculer la célérité de n'importe quelle particule élémentaire et Fourier définit le concept d'harmonique. J'avais étudié ces relations dans mes rappels. En appliquant la loi de Broglie sur les acides aminés ainsi que la loi de Fourier, il parvint à assigner à chaque acide aminé une fréquence audible correspondant presque exactement à certaines notes de musique. Physicien mais aussi musicien, Sternheimer créa ce qu'il qualifiera protéodie pour mélodie de protéines. Duhamel et Ferrandis créent en 2008 la société Genodix, appliquant ses découvertes, brevetant et commercialisant les protéodies sur les plantes, non sur l'homme. Ayant compris qu'un rappel sur le mécanisme de la synthèse des protéines était nécessaire, j'ai pris mes cours d'SVT sur l'expression du patrimoine génétique. Les protéines sont l'expression de l'information génétique. Chacune constituée d'un assemblage d'acides aminés, elles sont synthétisées dans les cellules. La séquence d'acides aminés, c'est-à-dire l'ordre dans lequel ils se succèdent, est déterminée par l'information génétique, c'est-à-dire par la séquence des nucléotides. La traduction du gène en séquence d'acides aminés est effectuée selon le code génétique qui est universel. Avant sa traduction en protéines, un gène est transcrit en ARN messager. Comme l'ADN, l'ARN, ou acide ribonucléique, est un polymère constitué de 4 types de nucléotides, adénine, cytosine, uracile et guanine. Au cours de la transcription, des nucléotides présents dans le noyau sont utilisés pour synthétiser une molécule d'ARN complémentaire d'un brin d'ADN. Après sa maturation, où l'ARN prémessager est transformé en ARN messager en se faisant ajouter ou exciser de courtes séquences de nucléotides, il est traduit en protéines. Dans le cytoplasme, des ribosomes, organites chargés de décoder l'information et de synthétiser les protéines, se déplacent le long de l'ARN messager. Au fur et à mesure, une chaîne protéique est synthétisée par l'assemblage des acides aminés dans l'ordre défini par la séquence de l'ARN messager. La traduction s'effectue selon un système de correspondance, le code génétique. À une séquence de 3 nucléotides d'ARN messager, un codon, correspond un acide aminé. Il existe 64 combinaisons possibles de 3 nucléotides pour 20 acides aminés différents.
Un même acide aminé est codé par différents codons. On dit donc que le code génétique est redondant, il est aussi universel. Duhamel explique que lors de la synthèse d'un acide aminé, on observe un mouvement ondulatoire lorsque l'acide aminé se fixe sur le ribosome. Comme son nom l'indique, ce mouvement ondulatoire est une onde dont Sternheimer a calculé la fréquence en utilisant premièrement la loi de Broglie, permettant de calculer la longueur d'onde de n'importe quelle particule. Lambda est égal h sur mv, avec h est égal 663 fois 10 puissance moins 34 joules par seconde, la constante de Planck, m la masse et v la vitesse en utilisant la relation lambda est égal c sur nu, d'où nu est égal c sur lambda. Ces fréquences étaient très aiguës, de l'ordre de 10 puissance 68 Hz, bien au-delà du seuil maximal des 20 kHz de l'oreille humaine et donc inaudible pour l'homme. Sternheimer a donc utilisé le concept d'harmonique afin d'obtenir des fréquences audibles. Comme l'avance Duhamel, cela revient à diviser ces fréquences 76 fois par 2. On peut donc associer à chaque acide aminé une fréquence audible. Ainsi, il est possible de créer des musiques de protéines ou protéodies en juxtaposant les fréquences des acides aminés composant une certaine protéine. Étant proche de certaines notes, il est possible d'en faire une partition. Jouer cette mélodie a pour effet d'accélérer la synthèse de cette protéine. Modifier cette mélodie en prenant le symétrique par rapport à la moyenne de la partition, trait du milieu, rendra son effet inhibant sur la synthèse de cette protéine. Il suffit de connaître la séquence d'acides aminés d'une protéine, ou la séquence nucléotidique de l'ARN messager transcrit de cette protéine, après l'étape de maturation afin de pouvoir composer cette protéodie. Duhamel fait remarquer qu'un synthétiseur est nécessaire afin de jouer cette protéodie. Un instrument de musique traditionnel n'est pas approprié. Genodix applique et commercialise ce procédé non sur l'homme, mais sur les plantes, sur des exploitations agricoles. Les protéodies n'ont pas été utilisées par la médecine ni sur le corps humain, excepté par Sternheimer qui en a fait des tests sur différents individus, y compris lui-même. J'ai donc tenté d'appeler Genodix, qui aurait sûrement eu une idée plus claire des usages des protéodies sur l'homme. Je suis tombé 2 fois sur la messagerie. J'ai donc dû trouver moi-même les possibilités que les protéodies ouvrent sur le corps humain en imaginant l'utilité de la protéodie de certaines protéines. J'ai pensé par exemple à la protéodie de l'hémoglobine pour recouvrir des pertes de sang ou de certains composants ciblés comme la peau et les os pour aider à leur régénération, ou encore à la protéodie de l'endorphine, l'équivalent de la morphine produite par le corps humain afin d'apaiser la douleur lors d'opérations. Mais l'endorphine pourrait aussi être utilisée à des fins récréatives, tout comme certaines molécules produites par le corps humain. Les possibilités semblent être aussi nombreuses qu'il existe de protéines. En réfléchissant, j'avais aussi trouvé que les protéodies inhibantes peuvent être utiles au soulagement de certaines pathologies causées par la production anormale d'une certaine protéine sur du moyen terme. C'est pour cela qu'elles pourraient aussi être utiles comme outil de régulation. Toutefois, j'ai aussi pu voir très rapidement les limites des protéodies. Tout a commencé par le simple constat logique suivant. Si les protéodies avaient réellement des effets aussi puissants, qui pourraient théoriquement révolutionner la médecine et le monde dans lequel nous vivons, pourquoi ne sont-elles pas médiatisées et reconnues par la communauté scientifique, au moins depuis la création de Genodix en 2008 ? La société Genodix a déjà été le sujet de quelques reportages et compte des centaines de clients chaque année, mais ces faits contrastent avec l'importance d'une telle découverte, ce qui suscite l'interrogation face à l'efficacité des protéodies. De cette réflexion, je me suis demandé pourquoi les protéodies ne sont pas déjà reconnues, et j'ai voulu vérifier la véracité de l'explication théorique énoncée précédemment. J'ai trouvé un manque total d'études scientifiques prouvant la véracité des concepts et des découvertes de Sternheimer, malgré un brevet refusé plusieurs fois en Belgique avant d'être finalement accepté en France, faute de preuves contraires au fonctionnement des protéodies. On note aussi une contradiction claire entre l'explication théorique faite par Duhamel et celle faite par Marc Henry, enseignant-chercheur à l'université de Strasbourg. En effet, Duhamel avance que pour créer une protéodie inhibante, il faut faire le symétrique par rapport à la moyenne sur la partition, tandis que Marc Henry avance qu'il suffit de jouer la protéodie dans le sens inverse. L'explication du phénomène qui se déroule au niveau cellulaire lors de l'écoute d'une protéodie, causant l'accélération ou l'inhibition de la synthèse d'une protéine, est absente dans toutes les argumentations et toutes les explications que j'ai trouvées, sans exception. Elles reposent toutes sur la concession des effets des protéodies.
La protéodie est un concept qui n'est pas scientifiquement prouvé, qui repose sur un brevet et non pas des études ou des essais cliniques. Aucune étude supplémentaire ne sont menées pour en prouver la véracité. Elle n'est pas non plus supportée par une explication théorique possédant des versions parfois différentes. Mais les possibilités que les protéodies permettent d'entrevoir sont gigantesques et révolutionnaires, et bien que partiellement réfutées par la communauté scientifique, la recherche sera peut-être reprise pour trancher quant à sa véracité. J'étais déçu par les protéodies, qui ouvraient des possibilités plus extraordinaires encore que les sons binauraux mais dont l'efficacité reste encore à prouver. J'ai donc laissé tomber mes recherches, jusqu'au jour où, en regardant la télé un matin, j'ai découvert le bandeau Dream. La trouvaille, elle est entre mes mains, mais avant ça, si vous le voulez bien, je vais vous raconter une petite histoire. J'adore les histoires. C'est l'histoire de Quentin et d'Hugo, deux polytechniciens de génie, presque un pléonasme, qui à 4 ans étaient au sortir de leurs études et se sont dit, et si on mettait à contribution nos compétences au service d'une cause noble. Et là, ils sont un petit peu cherchés, ils sont vite arrivés sur le sommeil, puisqu'il faut savoir que, comme vous l'avez dit, ça touche beaucoup de monde, et puis surtout, ça peut engendrer des maladies telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Donc, ils se sont vraiment mis dans cette voie-là, et ils ont rencontré un grand professeur en neurosciences qui leur a expliqué qu'il venait de faire une découverte incroyable, c'est de pouvoir contrôler l'activité cérébrale avec certains sons. 4 ans plus tard, le résultat, il est là. C'est un casque qu'en fait, ceux qui ont un peu de mal à dormir, voire beaucoup de mal d'ailleurs, mettent sur leur tête avant d'aller se coucher. Dès que j'ai entendu le mot son, j'ai compris que ce bandeau qui me semblait tout d'abord anodin était un parfait exemple dans le cadre de mes recherches. Il est devenu mon 3e sujet de recherche. Sur le site de l'entreprise, j'ai pu comprendre plus précisément les usages du bandeau. Son but est d'améliorer le sommeil du porteur sous différents aspects, de manière entièrement adaptée et personnalisée selon le porteur à l'aide des analyses. De manière globale, il cherche à diminuer le temps d'endormissement et à améliorer la qualité du sommeil profond, qui joue un rôle vital dans le nettoyage des toxines accumulées durant la journée, et sa dégradation serait la cause de pathologies neurodégénératives. Toutefois, le site reste très vague sur le fonctionnement du bandeau. Le fait qu'il n'en partage pas plus de détails est logique d'un point de vue purement commercial. L'entreprise cherche à devenir le leader du marché du sommeil, et il n'y a pas d'avantage à donner ces procédés à la concurrence. J'ai donc tenté de leur envoyer par email mes questions, mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai tout de même fait la synthèse de toutes les informations que j'ai pu trouver au sujet du fonctionnement du bandeau. À des moments précis du sommeil profond, le bandeau émet des ondes sonores. Le bandeau peut transmettre ces sons au cerveau de 2 manières. D'une manière traditionnelle, il dispose d'une prise permettant l'utilisation d'un casque audio en plus du port du bandeau. De série, il transmet les stimuli par conduction osseuse. Le son est émis par le bandeau au niveau du front. Passant par le front, il traverse les os du crâne pour atteindre directement l'oreille interne sans solliciter le tympan. Toutefois, Dream n'accorde aucune précision quant au trajet et à la trajectoire des ondes sonores du bandeau. Peu d'informations sont données par Dream quant aux caractéristiques des ondes sonores émises par le casque. De surcroît, Dream avance que le nombre de stimulations, le niveau sonore, le moment précis, la durée des stimulations ou encore ce qu'il qualifie de type de son sont personnalisés et adaptés automatiquement. Toutefois, certains faits sont avérés et je peux émettre des hypothèses fondées quant aux caractéristiques du son à partir de ceux-ci. En effet, Dream affirme que les ondes delta sont les ondes que les stimuli sonores cherchent à renforcer, en particulier les oscillations lentes, qui constituent une partie de la bande delta que nous avons pu observer en étudiant les sons binauraux. La bande delta caractérise les états de sommeil profond. Des ondes comprises entre 0,75 et 2 Hz seraient donc émises par le bandeau et transmises à l'oreille interne par conduction osseuse ou par le casque audio. Autre fait avéré, ces ondes seraient émises très brièvement en même temps que les ondes delta du cerveau captées par les électrodes, au millième de seconde près. Ce renforcement se concrétise en l'augmentation du nombre et de l'amplitude de ces ondes. Les bandes rouges correspondent à l'émission des ondes sonores. Toutefois, une de mes connaissances met en question le fonctionnement du bandeau. L'oreille humaine peut uniquement percevoir des sons dont la fréquence est comprise entre 20 et 20 000 Hz. Or, les ondes sonores utilisées afin de renforcer les oscillations lentes sont comprises entre 0,5 et 2 Hz, inaudibles pour l'homme. Je me suis donc posé la question, comment le bandeau arrive-t-il à transmettre ces fréquences inaudibles au cerveau? J'ai donc émis l'hypothèse que l'ostéophonie, aussi appelée conduction osseuse, permettrait la transmission de basses fréquences directement à l'oreille interne, sans passer par le tympan et ses limites. Dream possède, certes, une politique de confidentialité à propos de sa technologie qui semble logique d'un point de vue commercial.
Mais pour un produit pouvant influencer entièrement sur le sommeil, profondément impacter la vie du client et qui relève de grandes avancées scientifiques, l'explication théorique proposée par l'entreprise ainsi que leur livre blanc reste très vague, au niveau du consommateur moyen. Le bandeau, comme toute technologie, évolue au fil du temps, et Dream propose encore des phases de test de celui-ci, même après des années de recherche et d'essais cliniques. Or, il est vendu au prix de 500 € l'unité, ce qui représente un réel investissement pour la majorité des consommateurs, et son statut expérimental est peu mentionné. En 2018, ce produit est assez élitiste. Le bandeau possède aussi d'autres limites que cette limite économique. Comme le précise Dream, ce produit n'est pas un dispositif médical, et n'est pas un moyen de traitement des diverses pathologies du sommeil. Des pathologies du sommeil sont par exemple le syndrome d'apnée du sommeil, arrêt du flux respiratoire, ou encore l'hypersomnie, grande fatigue et somnolence en journée. Le bandeau ne propose pas de solution aux contraintes d'horaire du monde du travail, qui sont pourtant un problème pour des millions de personnes. Les résultats du bandeau restent, eux aussi, relatifs, mais concrets. La qualité du sommeil profond est non quantifiable bien que remarquable, et le temps d'endormissement aurait été réduit en moyenne de 30%, ce qui est un progrès modeste mais notable. Le bandeau Dream, avec le temps, verra son efficacité grandir et son prix diminuer. Toutefois, du haut de ces 500 €, bien que compréhensible par des résultats concrets et la présence d'un véritable laboratoire du sommeil personnalité dans un bandeau compact et léger, ce produit connaît des limites économiques et des résultats modestes. Son utilisation ne convient pas non plus, de manière assez paradoxale, aux individus les plus nécessiteux demandeurs sur le marché du sommeil, à savoir ceux atteints de pathologies du sommeil ou de contraintes horaires. Ainsi, au travers de mes recherches et de l'étude de 3 cas, j'ai pu observer quels sont les possibles usages du son sur le corps humain et leurs limites. Mes recherches me permettent d'affirmer qu'en 2018, les majeurs usages du son sont les sons binauraux, les protéodies et le bandeau Dream. Les possibilités qu'ils ouvrent sont de multiples usages thérapeutiques, notamment sur le sommeil et la relaxation, en altérant les ondes cérébrales. Les protéodies viennent ouvrir, en jouant sur les mécanismes de la synthèse des protéines, une infinité d'usages aussi bien thérapeutiques que récréatifs. Toutefois, ces usages sont limités par de multiples facteurs. Je peux commencer par évoquer les limites intellectuelles. La recherche sur le son est peu fournie et approfondie, comme j'ai pu le constater avec le cas de sons binauraux et des protéodies. Ce fait est à l'origine de leur appropriation par certains acteurs tels que la médecine alternative et le spiritualisme, qui provoquent la décrédibilisation de ces usages. J'ai pu l'observer avec les sons binauraux. Cette décrédibilisation est à son tour la raison pour laquelle une partie de la communauté scientifique se désintéresse de ces concepts ou les réfute en partie sans effectuer d'études complémentaires. Ce cercle vicieux empêche la continuation de la recherche. Cette limite intellectuelle ne peut être surpassée que par des études poussées et des essais cliniques, mais comme le cas de Dream l'expose, un procédé prouvé des résultats concrets impose un prix élevé à cette technologie qui se veut révolutionnaire. Je peux donc distinguer une limite économique. D'autant plus, ces résultats certes concrets restent modestes, et le produit est encore dans une phase expérimentale. Grâce à mes recherches, j'ai appris qu'en 2018, les usages du son sur le corps humain sont multiples et possèdent beaucoup de possibilités mais aussi de nombreuses limites. Seules les futures recherches pourront décider si nous utiliserons les sons de manière quotidienne à l'avenir.